Bonjour à tous et très heureux justement de vous retrouver après cette deuxième sortie de la République démocratique du Congo à cette 23e édition de la Coupe du Monde. Une seconde sortie qu'on peut qualifier justement des ratés face à la Colombie après l'exploit face au Portugal. Et comme d'habitude dans les Galactiques, après l'adrénaline est donc redescendue. Après donc un peu plus avec du recul, nous allons essayer de scripter cette affiche, cette rencontre, cette défaite de la République démocratique du Congo ici sur ce plateau, mais également avec mes invités qui seront en ligne à partir de la France, du Holomami à Kamina, mais également ici même à Lubumbashi. Et pour commencer, on va déjà regarder ces 11 de Sébastien Desabre face à la Colombie. Et comme on dit, on ne change pas la serrure qui a donc résisté au cambrioleur. Sébastien Desabre a reconduit les mêmes 11 avec par moments les mêmes fondamentaux. Et donc les 5 3D dont le 3 centraux, Chancel Mbemba, Axel Twanzembe ainsi que Steve Kapwadi. Et puis il y a les deux pistons, donc on peut les considérer comme les latéraux, Maswaku ainsi que Bissaka, avec la consigne de déverrouiller, de fermer comme on dit l'axe pour empêcher justement à ces Colombiens-là qui vont cette fois commencer à arriver en flèche à pouvoir avoir la liberté de frapper. Et on va le voir justement dans les principes des jeux. Mais là, au milieu de terrain, vous avez Samuel Mutusami, Mukaou et Dokayembe. Et puis nos deux flèches qui sont donc Cédric Bakambu ainsi que le buteur historique des Léopards à cette Coupe du Monde, Yohan Wissa. Voilà les 11 qui étaient donc reconduits par Sébastien Desabre face à la Colombie, comme les mêmes 11 face au Portugal. Et on va le voir d'abord sur les principes des jeux que Desabre avait donné dans ce match-là pour voir qu'est-ce qui a été demandé donc à le respect des consignes, puisqu'on savait que la Colombie, c'est un peu les Chili qu'on avait préparé lors des matchs, des préparations avant cette Coupe du Monde. On avait déjà joué une équipe sud-américaine, donc on s'attendait forcément à de la technique, à de la vitesse, mais également à ces frappes-là. Alors il fallait défendre trop bas, puisqu'on était déjà à 5 derrière, il fallait défendre trop bas pour empêcher donc aux Colombiens de prendre plus de profondeur, plus de vitesse. Et puis, la différence ici, c'est qu'il fallait être trop dense dans la défense. Donc, densité ici, c'est qu'il fallait beaucoup bouger et aussi faire ce qu'on appelle fermer l'axe de l'axe central pour empêcher justement aux Colombiens de frapper dans le 20, 25, 30 derniers mètres. Est-ce qu'on va le voir? C'est que moi, Desabre avait bien préparé. Sauf que sur le terrain, ça a été compliqué pour les joueurs. Pourquoi? Puisqu'au bout de 20 minutes, Lionel Passy a été sollicité 5 fois. Il était obligé déjà à se déployer. La préparation avant-match a été bien faite puisque Desabre avait demandé justement à ses joueurs d'être un peu plus en surnombre pour empêcher aux Colombiens d'être à l'aise dans l'axe et de frapper. Parce qu'on savait déjà, en jouant à la Colombie, on avait préparé ces matchs-là face au Chili et les Chiliens nous ont compliqué dans les 25 derniers mètres. D'ailleurs, il marque l'ouverture du score du côté des Orléans comme ça. Donc, il fallait être plus dense défensivement. Il fallait aussi être limpide. Ça, c'est notre atout. On le sait, depuis que Desabre est là, on est limpide dans les coups de pied arrêtés, corner, coups francs et autres. Et on n'a pas si exploité les rares coups de pied arrêtés qu'on a eu. Il fallait également avoir aussi de la profondeur, comme elles l'ont eu avec Luis Diaz. Et puis, les zones de frappe, il fallait les verrouiller. Je crois que c'est la plus grande faiblesse de l'équipe de Desabre lors de ces matchs-là. On n'a pas su verrouiller notre axe, on n'a pas su protéger notre gardien, puisque les frappes, en tout cas, il en a eu à Gogo et les amis colombiens, les cafeteros ont complètement dominé cet axe de notre équipe. Voilà ce qui est des principes des jeux. La conséquence du fait qu'il y a une différence entre la théorie, ça veut dire que la préparation avant match et le match lui-même, c'est qu'on va voir les tableaux qui est tout simplement sans le tableau congolais, puisque les Colombiens vont tirer 20 fois. Ils vont tirer 20 fois, ils vont cadrer 9 fois. Ça montre à quel point que nous n'avons pas été tellement disciplinés, alors que la RDC a eu 7 tirs décadrés, la Colombie en a eu 20, 9 cadrés. La possession elle est estimée à 66% côté colombien, 34% seulement côté congolais. Et même les passes réussies tournent toujours à l'avantage des Colombiens avec
passe contre des 181 du côté de la République démocratique du Congo. Voilà un tout petit peu le prérequis de ce numéro des Galactiques avec la République démocratique du Congo qui est donc tombée en but à 0 lors de sa deuxième sortie. Sauf que, voilà, au bout de 20 minutes, il y a quand même à ressortir notre ami Lionel Passy qui a été tout simplement impérial. Alors, mes invités, dont Lokuligui Losenjo, depuis le sud de la France, Fabrice Chita, depuis Lubumbashi, Danssin Mwangue, depuis Kamina. On va tenter donc d'entrer dans la tête de M. Desabres pour savoir comment, à l'espace de 6 jours, on est quitté de l'exploit face au Portugal, à la défaite face donc à la Colombie. Et on va commencer justement avec Guy Losenjo. Pour vous, vous vouliez d'abord mentionner tout simplement ou souligner la performance gigantesque de Lionel Passy, auteur de ce but extraordinaire. On va le suivre. Bon, l'analyse, c'est déjà de dire que notre gardien Lionel Passy a fait un match énorme, parce que je pense que sinon peut-être le score aurait été différent, mais en tout cas il faut déjà féliciter le gardien qui a été vraiment énorme, parce que d'autant plus que quand c'est un gardien, bon, vous savez, nous supporters congolais, parfois on aime bien titiller un peu nos internationaux. Et surtout, il a été beaucoup titillé aussi ces derniers temps. Et c'est bien justement de pouvoir répondre sur le terrain et sur un match, sur 2 matchs déjà, d'une telle importance. Donc déjà, je tiendrai à féliciter Lionel. Après, sur le match en soi, bon, je pense que c'est un résultat qui ne nous avantage pas, mais en vrai qui ne change pas forcément non plus, je pense, la stratégie avec laquelle nous on est parti dans ce mondial. C'est qu'on a encore notre avenir totalement entre nos mains. Voilà, quelle que soit la défaite. Je pense que le match aurait pu partir peut-être par un match nul. Comme peut-être en face, ils ont eu pas mal d'occasions, ça aurait pu finir un peu avec un score différent. Peut-être que nous aussi, on aurait pu marquer. Mais au final, en soi, c'est pas un résultat qui change vraiment en soi nos objectifs dans cette Coupe du Monde. Voilà, là c'est Guy Losenjo depuis le sud de la France qui voulait mentionner un peu la performance gigantesque de Lionel Passy. Et même à Kamina, dans les Holomami, on mentionne toujours ce match spectaculaire de Lionel Passy qui a longtemps retardé donc l'échéance avant que la fatalité n'arrive. Danssin Mwangue, qu'est-ce qui s'est passé juste après les matchs à Kamina? Comment les experts ont-ils analysé ce match-là? La défaite de la République démocratique du Congo face à la Colombie continue de susciter des réactions qui sont mitigées parmi les observateurs du foot congolais. Ce que certains ont beaucoup apprécié, c'est d'abord la prestation remarquable de Lionel Passy, considéré d'ailleurs comme l'homme du match côté congolais, grâce à ses arrêts qui ont empêché à la RDC d'encaisser un score plus lourd. Ce que nous allons vous présenter dans ces reportages, ce sont des avis partagés par quelques analystes que nous avons rencontrés ici à Kamina, chef-lieu de la province du Holomami. Les léopards de la République démocratique du Congo ont enregistré leur première défaite dans cette Coupe du Monde 2026 après le revers face à la Colombie. Malgré une résistance héroïque durant une grande partie de la rencontre, les Congolais se sont inclinés sur la plus petite des marges. À Kamina, comme dans plusieurs villes du pays, des centaines de fans ont suivi avec passion cette affiche décisive du groupe K. Voilà, nous avons été rattrapés, toute notre médiane a été enfoncée. L'attaque, comme c'est une attaque déjà qui est muette depuis plusieurs mois, et hier, aujourd'hui, c'était encore catastrophique. La défense également, n'eût été les arrêts historiques réalisés par Lionel Passy. En tout cas, ce serait plus de 7 buts encaissés. Donc, on a quand même senti une équipe de la RDC incapable de supporter cette charge colombienne. C'est comme si les coachs avaient seulement une seule idée de se concentrer sur le plan défensif. Eh bien voilà, on sentait que le gardien Lionel Passy était tout simplement en train de retarder une fatalité qui allait arriver, car au bout de 25 minutes, avec un prisme congolais, on sentait une équipe en difficulté, les léopards qui étaient en train de se noyer, et c'est là même que Fabrice Chita, vous vouliez vous relever quelque chose sur Desabres dans son approche avec ce match-là face à la Colombie.
J'ai été particulièrement déçu, pas déçu du résultat final, déçu du contenu de jeu, parce que tu ne peux pas marquer les esprits en revenant d'un match nul fabuleux contre le Portugal et que contre la Colombie, tu nous présentes cette pauvreté-là dans les jeux. On a vu que défensivement et même offensivement, ça a été une équipe de l'RDC qui n'a existé que pendant les 5 dernières minutes du match. Et ça, c'est assez catastrophique pour une prestation en Coupe du Monde de Nations. La RDC, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, c'est une équipe qui repose essentiellement sur le collectif et sur la combativité. Mais contre la Colombie, on a vu une équipe collectivement faible. On n'a pas vu cette combativité réputée pour cette équipe de la RDC. Donc, on a perdu complètement notre ADN. Alors voilà, on aura compris, hein, perte justement de l'ADN, réveil tardif, voilà ce que pense Fabrice Tchita. Alors Guy, plusieurs analystes remettent en cause l'approche de M. Desabre pour ces matchs. Est-ce que c'est un procès aujourd'hui qui est audible? Bon, je pense qu'après, on est presque 110 millions de sélectionneurs. C'est pas évident pour celui qui est choisi comme sélectionneur d'avoir l'aval et d'être d'accord avec les 110 millions d'autres sélectionneurs que nous sommes en RDC. Mais après, je pense qu'il faut faire aussi confiance au staff qui connaît les joueurs, qui connaît la forme des joueurs, qui travaille avec les joueurs tous les jours et depuis plusieurs années. C'est aussi un avantage. Donc je pense que non, il faut faire confiance au choix stratégique du staff technique avec le coach Desabre bien évidemment en tête. Je pense que sur le match du Portugal, on a dit qu'il avait fait un super boulot, donc on ne peut pas du jour au lendemain dire que ça a été fait de manière totalement à notre désavantage. Non, moi je pense qu'il faut faire confiance au staff technique et je pense on aura la bonne formule qu'on a eue contre le Portugal. Et hier, je suis sûr que l'équipe qui a été mise en place était pour faire un résultat. Et je pense que sur le troisième match, on aura les résultats qu'on veut tous et qui va nous emmener en 16e de finale. Donc, faisons confiance au staff et au coach. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Alors on comprend que voilà, c'est difficile aujourd'hui parce qu'avec cette Coupe du Monde, je crois, tous les Congolais sont sélectionnaires et les choix des Desabres sont donc constamment remis en cause. Alors on va rentrer avec Fabrice pour savoir pourquoi il épingle singulièrement Sébastien Desabre. Alors cher Fabrice, pourquoi notre ami Desabre est sur les bancs des accusés aujourd'hui? Déjà, ce que je reproche à Sébastien Desabre, c'est de n'avoir pas suffisamment étudié cette formation de la Colombie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est son manque de réaction. Pour revenir sur le fait qu'il n'a pas bien pris le temps de comprendre son adversaire, parce que la Colombie, tous on la connaît, c'est une équipe qui ne vit que sur le pressing. C'est une équipe qui ne vous laisse pas construire votre jeu. C'est une équipe qui ne vous laisse pas le temps de passer par les milieux de terrain, jouer votre jeu des transitions. Ils vont vous acculer, ils vont vous mettre mal à l'aise. Et donc, il faut que vous puissiez avoir de la variation dans votre façon d'aborder les matchs. Mais Sébastien Desabre est resté fidèle à ce qu'il sait faire. Et curieusement, il est tombé dans le piège de la Colombie. Conséquence, on était incapable de tenir les ballons pendant 5 secondes parce qu'on est tombé dans le piège de pressing de Colombiens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je le reproche, c'est manque de réaction. Tu ne peux pas concéder ces buts en ces moments-là du match et que tu es en difficulté. Tu vois que défensivement, offensivement, au milieu des terrains, toute ton équipe est désarticulée et que tu manques de solutions en tant qu'entraîneur. Les changements, il arrive même tardivement alors que tu es en train de subir. C'est là que je me dis, Sébastien Desabre, sur ces deux éléments, il est coupable de cette contre-performance. Alors, même son des cloches du côté des Camina où l'on pense que dans la préparation, Desabre est resté avec la fiche portugaise au lieu de passer directement avec la Colombie. On remet en cause tout ce qui a été fait durant les 90 minutes. Non, mais ils ont essayé. Ils ont essayé. On avait vu tous les rencontres contre le Portugal. On a su tenir devant une grande sélection pour le portugaise jusqu'à avoir un but partout. Lors de la rencontre du deuxième journée de la RDC, tout le monde pensait à récupérer les 3 points devant la Colombie qui était parmi des nations favorites de cette compétition. On connaît bien les systèmes DG
des Colombiens. Une équipe trop rapide avec un collectif techniquement et tactiquement assidu. D'autres ont toutefois regretté les manques d'efficacité offensive. Oui, aujourd'hui, Sébastien Desabre a été rattrapé par la confusion des systèmes de jeu entre le Portugal et la Colombie. Parce que si vous regardez ce qu'il a utilisé face au Portugal, c'était pour contenir les assauts d'une médiane constituée de joueurs très tranchants et aussi d'une attaque avec des joueurs très percutants, mais aussi avec des ailiers très souples qui réalisent des montées incroyables. Et il a cru que comme il a fait face au Portugal, ça allait se passer de même face à la Colombie et nous avons été totalement engloutis. À ce niveau-là, je peux dire que c'est ça le football. Aujourd'hui, vous avez rendu la tâche difficile au Portugal et demain, c'est la Colombie qui vous rend aussi la tâche difficile. Donc, pour moi, l'entraîneur s'est endormi sur ses lauriers, comme quoi il a réussi à compliquer le Portugal. Et face à la Colombie, ça allait se passer de la même façon. Voilà ce qui est de l'autopsie donc de ces 90 minutes fatidiques de la République démocratique du Congo face à la Colombie. Mais attention, on ne va pas rester puisque la RDC a été battue et arrêtée. Le mondial se poursuit, il reste une journée, la troisième qui se révèle déjà déterminante. Ça sera face à l'Ouzbékistan. On repart du côté du sud de la France avec Guy Losenjo. Comment, cette fois, on aborde un tel match? La République démocratique du Congo, souvent habituée à déjouer les grands. Là, on se rend compte que l'Ouzbékistan n'est pas un foudre de guerre. Comment on les joue? Je pense qu'il n'y a pas de calcul. C'est un match qu'on doit jouer et je suis sûr qu'on va jouer pour gagner. Parce qu'encore une fois, je le disais, les deux premiers résultats qu'on a eus, ça rentre dans notre stratégie globale de nos objectifs pour la Coupe du Monde. C'était sûrement d'avoir un nul et un gagné pour passer en 16e de finale. Après, peut-être que la défaite, tu l'as eu contre l'équipe face à laquelle tu ne t'y attendais pas, forcément, peut-être. Parce que ça sera arrivé peut-être contre le Portugal et ainsi de suite. Mais en soi, je pense que le dernier match, il n'y a pas de calcul, c'est un match à gagner et je suis sûr qu'on va gagner et je suis sûr que l'équipe qui sera mise en place et qui peut même ressembler aux deux premières équipes qu'on a eues va jouer pour gagner. Donc, parce qu'au final, quand on regarde les deux premiers matchs, même celui d'hier soir ou celui de cette nuit-là, on a eu des situations où on aurait pu peut-être marquer de buts aussi. Donc, je suis sûr que c'est vraiment un match qu'on va jouer pour gagner, quelle que soit la configuration de l'équipe, quel que soit le choix tactique ou l'animation des joueurs et tout ça. Voilà. Est-ce que Fabrice Chita, le match RDC-Ouzbékistan est-il difficile pour la République démocratique du Congo vu tous les contextes, puisqu'on sait que ça ne sera pas évident de l'aborder, sachant qu'on a un point, on a la Colombie qui est déjà à 6, le Portugal qui est déjà à 4. C'est déjà dans un match où il faut espérer une qualification parce qu'en cas de victoire, on aura soit la possibilité d'être deuxième, soit la possibilité d'être récupéré comme meilleur troisième. Parce qu'on finira par récupérer les huit meilleurs troisièmes avec 4 points. Je pense que la RDC peut se retrouver dans cette liste-là des 8 meilleurs troisièmes. Maintenant, avons-nous de joueurs capables de se transcender après cette contre-performance? Avons-nous une équipe, un groupe, un état d'esprit, un collectif de joueurs capables de battre l'Ouzbékistan? J'ai dit oui, nous en sommes capables. Il suffit tout simplement qu'on prenne la mesure et l'enjeu de cette rencontre de la dernière journée. Parce que même l'Ouzbékistan n'est pas éliminé. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Parce qu'en cas de victoire, à 3 points, ils peuvent aussi espérer se qualifier en 8e de finale. Donc, ça sera une finale et pour la RDC et pour l'Ouzbékistan. Mais si mentalement, on aborde ces matchs en s'imaginant qu'on est déjà qualifié, en s'imaginant que c'est un match gagné d'avance, on risque de perdre, on risque vraiment d'être surpris par l'Ouzbékistan, qui n'est pas non plus une équipe à banaliser parce qu'on est quand même dans une phase finale d'une Coupe du Monde. On ne peut pas banaliser n'importe quelle équipe.
justement pour ce match RDC-Ouzbékistan, c'est pour ce 27 juin. Et du côté des Kamina, au micro d'Assem Wangué, on garde toujours espoir. On pense que voilà, cette fois ça pourrait passer et que la RDC devrait sereinement aborder cette explication avant peut-être d'obtenir cette qualification comme soit deuxième, soit quasiment meilleur troisième. Malgré la déception, l'optimisme demeure dans les camps des Congolais. Beaucoup estiment que les Léopards ont encore leur destin entre leurs mains avant la dernière journée de la phase des groupes. Prochainement, si l'on veut gagner l'Ouzbékistan, je crois que Sébastien Desabre doit éviter le système de jeu défensif. Nous devons sortir de notre zone, attaquer l'adversaire, chercher les buts. Dès que nous avons marqué un, chercher un deuxième, pourquoi pas. Ça va faire que nous puissions passer au tour suivant avec honneur. On a tant d'occasions, mais sans finisseur. Mais chaque Elia, oui, il est rapide, il a un bon sprint. Mais pour quelle finesse? Sans résultat final. Nous, on a besoin de joueurs réalistes sur terrain. Bakambo est capable. C'est juste qu'un aspect qui lui manque, l'aspect mental. Les regards sont désormais tournés vers le prochain match contre l'Ouzbékistan, une rencontre qui pourrait s'avérer déterminante pour l'avenir de la RDC dans cette compétition mondiale. Et voilà, pour ce qui est de la République démocratique du Congo, enfin, pour être complet, puisque cette troisième journée, elle concerne toutes les nations qui participent donc à cette Coupe du Monde. Et pour la RDC, ça sera les 27 juin, cette fois. Donc on est parti de Houston à Guadalajara et là on va finir donc le premier tour congolais du côté d'Atlanta, toujours aux États-Unis. Et comment seulement parler de la RDC sans parler justement de ces nations qui représentent les continents africains? Elles sont 10 au total et au-delà de la République démocratique du Congo qui a encore ses chances de se qualifier, il y a d'autres qui ont fait sensation, notamment les Cap-Verts. Et là on va garder cette fois Fabrice Tita pour nous donner une petite vision globale sur la participation africaine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Afrique est valablement représentée par les nations qui sont à cette Coupe du Monde? Ouais, moi, je le dis sans froid aux yeux. Moi, je vois une Afrique suffisamment représentée, surtout par les équipes qu'on s'attendait les moins. Je pense ici à l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est une équipe sur le continent africain qui a déjà réussi à asseoir son hégémonie. Mais au niveau mondial, l'Égypte n'a jamais gagné des matchs. Et d'ailleurs, c'était sa première victoire au niveau d'une phase finale d'une Coupe du Monde. Et donc, comme on s'attendait à voir voilà, les Sénégal, la Tunisie, vraiment des habitués sur l'échiquier mondial, n'est pas performé. Et c'est finalement l'Égypte qui a réussi à saisir la balle au banc et à performer. Et aujourd'hui, l'Égypte est qualifiée. Je crois que il est en voie plutôt de se qualifier. Ça sera historique pour la première fois que l'Égypte va passer la phase des groupes ou les premiers tours d'une phase finale d'une Coupe du Monde. Maintenant, je suis content aussi de notre représentant. C'est mon coup de cœur. Le Cap-Vert, moi, je suis bluffé par cette équipe. Tu ne peux pas te retrouver dans un même groupe avec l'Uruguay, qui est l'équipe et a participé plusieurs fois à la Coupe du Monde, qui a même organisé la première Coupe du Monde, sans présenter la valeur intrinsèque de cette nation. Dans un même groupe, il y a l'Espagne, annoncée comme étant l'une des nations favorites, et qu'aujourd'hui, tu as 2 points et tu n'as pas perdu face à ces deux nations. C'est juste la preuve qu'on a des joueurs totalement décomplexés. On a un groupe capverdien qui n'est pas venu dans cette Coupe du Monde pour la figuration, un victime résigné, un collectif de joueurs formés tous en Europe qui sont revenus en Afrique, sur les continents, pour vendre de la plus belle de manière les berceaux de l'humanité. Donc moi, je suis content de ce que les Capverdiens ont fait. Il y a encore d'autres désolations, la Tunisie éliminée, le Sénégal, piètre figuration, la Côte d'Ivoire en dents des scies. Mais moi, je suis un peu plus content de ces deux nations. Voilà, qu'est-ce qu'il faut maintenant améliorer, puisque voilà, c'est une première fois où l'Afrique engage 10 nations, c'est une première fois où on sent une forte attente de par les nations qui représentent. On attend de plus le Sénégal, là il y a le Maroc qui assure tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ôter dans l'esprit africain pour essayer d'être à la hauteur des autres nations?
Mais après, les Africains participer à cette Coupe du Monde, c'est juste ce qui est symbolique. Ouais, il y a deux pays africains qui doivent arriver à transcender la dimension de juste participer. Parce que dans le contenu, on le voit, ils sont capables de faire mieux. Quand vous prenez le match Uruguay-Cap-Vert, vous vous dites, en vrai, si les Capverdiens se disent, on est là pour gagner, ils peuvent gagner ces matchs, il y avait de la place. Et parce que dans la tête, ils se disent, ah, mais nous, on est là juste pour participer. Ils se contentent parfois de miettes. Donc, il faut que les nations du football africain arrivent à se transcender, arrivent à se décomplexer à chaque fois qu'elles abordent une compétition comme la Coupe du Monde. La preuve, c'est que la dernière fois, il y a une nation africaine qui était le Maroc, qui était arrivée jusqu'en demi-finale. Donc, elle a réussi déjà à nous vendre positivement. Il faut qu'on prenne la mesure de cette performance de Marocains et qu'on arrive à surfer sur cette performance pour peut-être aller jusqu'en finale cette année. Eh bien oui, bien sûr, il faut se transcender à la hauteur des Lions de l'Atlas marocain qui ont donc validé leur qualification au prochain tour après leur succès 4-2 face à Haïti, ce qui ont fait 7 points. Ils sont tout de même deuxième du groupe C, derrière le Brésil porté par un Vinicius extraordinaire. Le Brésil donc qui a fini premier. Voilà, on va tout simplement revenir prochainement pour décrypter l'après-match RDC-Ouzbékistan et donner toutes les conséquences de la participation africaine à cette 23e édition de la Coupe du Monde. Voilà, c'est les Galactiques version Coupe du Monde. Chaque fois que la RDC jouera, après avec lucidité, avec un recul, on va revenir pour refaire ces 90 minutes-là. Merci justement à mes invités en ligne. Le Kouli, Guy Losenjo, depuis le sud de la France. Merci à Fabrice Chita. Merci également à Dassin Mouangé depuis le Olomami, à Kamina et tous les autres experts qui ont participé. Et donc, pour vous donner leur point de vue par rapport au match perdu par la RDC, c'était face à la Colombie. Ici, merci à l'équipe technique qui m'a aidé justement à tout mettre en place pour vous servir. Le Galactique revient très prochainement. D'ici là, restez curieux sur nos programmes et au revoir.